Je me souviens de la première fois que j'ai vu un film Star Wars. C'était Le Retour de Jedi, l'épisode 6. Mon père avait acheté une VHS de mauvaise qualité, probablement tombée du camion ou quelque chose comme ça, et mon frère et moi avions regardé ce film sans en connaître le contexte. Je devais avoir 5 ou 6 ans et ça a été une révélation immédiate. Cet univers fantastique, ces créatures, ces personnages, ils ne m'ont jamais vraiment quitté depuis. S'en est suivi une furieuse envie d'avoir tous les jouets des héros et des méchants de ce film. Ceux qui m'intéressaient le plus étaient les plus étranges, les plus inhumains. Jabba le Hutt, le Rancor, les Ewoks. Et rien que pour avoir ainsi peuplé mon enfance de ces jouets merveilleux, je ne peux que remercier George Lucas. George, merci. Mais aujourd'hui, je ne suis plus un enfant. Et en tant qu'adulte, je me suis posé la question. Quelle est l'histoire derrière ces personnages et ces jouets? Comment et par qui ont-ils été créés? Chère geekette, cher geek, me revoilà. À la base, je voulais faire une vidéo parlant de la prélogie Star Wars, donc de la deuxième trilogie. Donc des épisodes 1, 2, 3, qui viennent après les épisodes 4, 5, 6. Oui, même pour moi, c'est toujours un peu bizarre. Mon intention était d'expliquer à la nouvelle génération qui a grandi avec la prélogie, quelles étaient nos attentes à nous qui avons grandi avec la trilogie originale, et pourquoi la prélogie a été reçue par les fans de manière mitigée. Mais plus je me suis enfoncé dans le sujet, plus je me suis rendu compte qu'il était indispensable de redonner une dimension humaine au personnage central de cette histoire. Et ce personnage, c'est bien entendu George Lucas. Il y a toujours eu une relation compliquée entre George et ses fans, un attachement émotionnel entre créateurs et spectateurs qui est unique à cette échelle. Admiration voire vénération pour certains, colère et sentiment de trahison pour d'autres. Ce que je tiens à faire dans cette première vidéo, c'est de faire justice à George. Il est l'un des premiers vrais geeks à avoir percé et il a redéfini cette culture, lui a donné des galons et une fierté qui était inconnue à l'époque. Mais faire justice, ça veut aussi dire reconnaître les défauts de la personne. Plus important encore, à nouveau, redonner une dimension humaine à George Lucas. Car il tourne autour de l'auteur de l'une des plus grandes sagas modernes, toute une série de légendes et d'exagérations. Bien que le sujet de cette vidéo ne soit pas exactement l'histoire de l'écriture de Star Wars, je tiens quand même à remettre quelques bases pour ceux qui ne sont pas comme moi, compulsivement obsédés par les coulisses de la guerre des étoiles. Commençons donc par le début de The Star Wars, ce qu'on pourrait appeler l'épisode 0. Comme beaucoup le savent, George voulait à l'origine faire un long métrage du serial des années 30 Flash Gordon. Un serial étant une mini-série qui passait dans le cinéma pour faire patienter le public avant le film. Cependant, la licence n'était pas disponible. Il faudra ainsi attendre 1980 et le contre-coup de Star Wars dans la pop culture pour voir un film Flash Gordon sur le grand écran. Notre cher barbu s'est alors remonté les manches et a décidé de faire sa propre saga de science-fiction. Pour ça, il a réuni tout ce qu'il aimait dans une seule histoire. Space opéra à la limite du loufoque, mythe classique avec les jeunes héros qui rencontrent un mentor, imagerie de serial, de BD, de comics, artefacts légendaires, conflits politiques, combats de samouraïs à la Kurosawa, etc. Comme n'importe quel film, Star Wars a eu droit à plusieurs scripts qui, bien qu'ayant des thèmes communs, étaient très différents les uns des autres. C'est d'ailleurs intéressant de voir les idées premières de George et de constater comment celles-ci se sont développées avec le temps. Le tout premier brouillon que l'on pourrait attribuer à un début de Star Wars est une histoire de 2 pages intitulée Journal of the Whills, qui retraçait dans les grandes lignes l'histoire d'un jeune garçon en passe de devenir guerrier Jedi Bentu dans une académie spatiale sous l'enseignement du grand maître Mace Windu. Le vrai premier brouillon du film Star Wars date d'1 an plus tard, en 1974, et bien que les thèmes familiers soient déjà là, l'histoire était bien différente de celle que l'on connaît. On peut lire cette histoire, si ça vous intéresse, dans un comics intitulé simplement The Star Wars, sorti entre 2013 et 2014. On y reconnaît surtout des noms, comme le grand général Luke Skywalker, qui a plutôt le rôle d'Obi-Wan Kenobi ici,
Kain Starkiller et son fils Anakin, la princesse Leia, le général noir Darth Vader et Han Solo, le gros monstre vert. Oui, vous avez bien entendu, Han Solo, le gros monstre vert. C'est étrange de lire cette histoire car on a l'impression de découvrir un monde parallèle. L'Empire, la Rébellion, les Jedi, le cœur de cet univers était déjà là. Mais bien que cette histoire soit ambitieuse, il lui manque quelque chose. Ce n'était pas assez humain, pas assez personnel car le conflit était plus mis en avant que les personnages. Et puis ça n'était tout simplement pas assez bien écrit. On a entre autres droit à une scène que l'on dirait tout droit sortie de la folle histoire de l'espace, avec la princesse Leia qui refuse de prendre la fuite sans ses sacs. Et cette scène finit avec le jeune héros, donc le pseudo Luke, qui l'assomme d'une pêche dans le menton. Il faudra plusieurs réécritures et les conseils des amis de George pour arriver au bien meilleur scénario que l'on connaît aujourd'hui, celui sans Stormtroopers sur des autruches. J'insiste pas mal sur ce premier brouillon, car c'est l'un des rares qui soit publiquement disponible, puisque George garde la plupart de ses notes secrètes encore aujourd'hui, et parce qu'une des légendes qui entoure Star Wars est que tout le scénario des 9 films était dans la tête de George avant même de tourner le premier film, ce qui est en grande partie faux, et je vous le prouverai plus tard. Mais pour le moment, restons sur le rêve américain que représente l'envolée de cette saga. Car j'ai beaucoup de critiques à faire à George Lucas, mais pendant la production et le tournage de Star Wars, il était à son top niveau. Il avait déjà dans ses mains un script qui avait le potentiel de toucher toute une génération. Sans être un réalisateur de génie, il était un bon réalisateur, sauf peut-être en ce qui concerne la direction des acteurs, mais ça ce serait une histoire pour un autre jour. Un réalisateur qui avait de l'ambition, il avait un goût prononcé pour la technique qui lui permettait d'essayer de nouvelles manières de filmer, et surtout, il avait de la persévérance. Car il lui faudra des années pour vendre ce script à un studio de cinéma, et c'était pas gagné. George n'était pas un inconnu à Hollywood, mais il a dû faire jouer tous ses contacts pour obtenir un budget viable pour son projet. Et alors même qu'il était en plein tournage, George voyait encore plus grand, car sa plus grande qualité, c'est d'être un businessman hors pair. Jouets. Il voulait des jouets de sa licence. Mais c'est hélas un peu en retard qu'il trouve un deal avec un grand fabricant de jouets, et ça c'est une chose qu'il va regretter pendant des années. Il faut d'ailleurs noter qu'on faisait assez peu de jouets pour des films à l'époque, car la popularité d'un film semblait trop éphémère, encore une chose que Star Wars a révolutionné. Mais George a persévéré, il avait une foi aveugle dans sa licence, il rêvait de grandeur, et l'avenir lui a donné raison. Et oui, heureusement pour lui, le patron de Kenner était un fan de science-fiction et a sauté sur l'occasion pour que sa petite boîte fasse les jouets de Star Wars. Le deal semblait bon pour George à l'époque, mais personne, pas même le grand visionnaire George Lucas, n'avait prévu que le succès serait aussi éclatant. L'histoire de Star Wars est indissociable de l'histoire de ses jouets, et ce sera surtout important quand nous parlerons de la transition vers la prélogie. Tout ce qu'il faut savoir pour le moment, c'est que Kenner a été le seul à accepter en aveugle une licence jusqu'ici inconnue, et que le fabricant de jouets a été bien ravi de son contrat. Contrairement à George et à 20th Century Fox, qui, s'ils avaient anticipé l'influence qu'ils allaient avoir, auraient négocié une marge bien plus avantageuse. Parce que, comme vous le savez, le film a eu un succès explosif et mondial, et son créateur a gagné tous ses paris. Mais donc, rêve américain, George Lucas, la légende, il est bien le héros dont tout le monde parle, c'est 100% grâce à lui qu'on voit Star Wars, qu'on achète Star Wars, qu'on mange Star Wars depuis plus de 40 ans. Eh bien, non, pas exactement. À nouveau, il ne faut pas lui enlever ses qualités. Une vision, une capacité à regrouper tout ce que le public aime dans un seul film, une ambition technique, une persévérance et les qualités d'un bon producteur et businessman. Mais il ne faut pas oublier non plus que le succès de Star Wars vient d'une alchimie improbable mélangeant de nombreux talents. Les maquillages de Rick Baker, la musique de John Williams, les effets sonores, le casting, les maquettes, les effets spéciaux. Et donc le moment est venu de parler de Marcia Lucas, la femme de George à cette époque. Je ne peux faire ici qu'un résumé de l'excellente vidéo de la chaîne Rocket Jump, How Star Wars Was Saved in Edit, que je vous conseille fortement si vous parlez anglais. Vous trouverez le lien dans la description avec toutes mes sources. Retournons un peu dans le temps.
Le tournage juste terminé, George a montré le montage brut de son nouveau film à ses amis Steven Spielberg et Brian De Palma. Et leur réaction n'a pas été très enthousiaste. L'histoire était en effet difficile à suivre, le rythme n'était pas bon, il y avait bien trop de scènes inutiles, etc. Le film n'était juste pas assez travaillé que pour accrocher le grand public. C'est un coup dur pour George, qui a alors confié le remontage à son équipe de professionnels dirigée par Marcia Lucas. Et ils ont complètement sauvé Star Wars. Au revoir les scènes de Luke qui traîne avec ses amis, coupant les scènes importantes. Bonjour une tension renouvelée lors du climax. Marcia est la principale responsable pour le rythme du film, et c'est pas pour rien qu'ils ont gagné l'Oscar du meilleur montage cette année-là. Marcia a été en effet reconnue comme une des meilleures professionnelles dans le milieu. Et de manière générale, de nombreux témoignages indiquent qu'elle a freiné George quand ses idées l'emmenaient droit dans le mur. C'était par exemple son idée à elle qu'Obi-Wan se fasse tuer au milieu du film, relançant le destin et donnant une nouvelle motivation à Luke. Et elle a ainsi continué à soutenir son mari jusqu'à leur divorce en 1983. Bref, le film sobrement intitulé Star Wars à l'époque est un succès inespéré. Et je ne pense pas me tromper en disant que ce succès est un peu monté à la tête de George et que ça a été de mal en pis pendant 26 ans. Après tout, George n'est qu'un être humain. Parlons donc de toute la trilogie originale et du développement de l'histoire. Plus précisément, parlons de la famille Skywalker. Il n'est un secret pour personne que le premier film était fait pour se suffire à lui-même. George espérait certainement une suite et des éléments sont mis en place pour celle-ci, mais personne ne pouvait prévoir que le film serait un tel succès, ça restait juste dans le domaine de l'utopique. Les premiers brouillons sortis de la tête de George indiquent bien que Darth Vader n'était pas le père de qui que ce soit, puisqu'à l'origine le général Luke Skywalker est au moins aussi vieux que lui, et qu'on connaît très bien le père du jeune héros Anakin Starkiller. J'insiste sur le fait que le personnage s'appelait déjà Darth Vader à ce moment-là, car certaines personnes disent que le nom Vader, ou plutôt Vader, qui veut dire père en néerlandais, était un indice. Ben déjà ce serait un indice un peu débile quoi, car ce serait comme si le nom du tueur mystérieux dans un thriller était un italien appelé Signore Assassino. Et puis ça n'a juste aucun sens dans la trame de l'histoire d'origine, là où le nom est apparu pour la première fois. Mais alors quand ? Quand est-ce que la parenté entre Luke et Darth Vader est venue à l'esprit de George ? C'est difficile de le déterminer exactement, mais tout laisse à penser que c'est pendant la production de l'Empire contre-attaque. En effet, juste après la sortie du premier Star Wars, George a écrit un résumé de 19 pages de la trame de la suite qu'il avait en tête. Sur ces 19 pages, il n'a rendu public que les 4 premières, qui sont assez mal écrites au passage. Mais bon, ça c'est normal, c'est juste un brouillon sur lequel il a mis toutes ses idées en vrac. On peut penser que si la majorité de ces pages n'a pas été divulguée au public, c'est pour garder cette légende qui dit que Star Wars, tout a été prévu depuis le début. On ne connaît pas la fin écrite dans ce premier brouillon. Mais ce que l'on sait, c'est que George a ensuite confié l'écriture de la première version du script à la scénariste Leigh Brackett. Or, ce premier texte a de quoi déstabiliser quelques-uns des plus grands fans de la saga. Ah, et je pense que je dois quand même préciser pour ceux qui ne connaissent Star Wars que de manière très superficielle, non, George Lucas n'a pas écrit et réalisé tous les films. Il est bien entendu au cœur de l'histoire, ça je ne lui l'enlève pas, mais les épisodes 5 et 6 ont été réalisés par d'autres grands talents, personnellement je dirais même des meilleurs réalisateurs que lui, et ces mêmes épisodes ont été coécrits par d'excellents scénaristes aussi. Bref, dans le premier scénario de Leigh Brackett pour l'épisode 5, qui est, je le rappelle, basé sur les notes de George, Luke Skywalker rencontre le fantôme de son père pendant son entraînement sur Dagobah. Ben oui, celui-ci lui parle de sa sœur jumelle cachée, qui n'est pour le coup pas Leia. Le film tourmente aussi beaucoup Luke, l'attirant du côté obscur en jouant sur le triangle amoureux que représentent Han, Leia et lui. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup, non ? En résumé, on sait donc que le père de Luke est bel et bien mort, et il correspond beaucoup plus à la description qu'Obi-Wan en fait au début de l'épisode 4. Et pas de papa Darth Vader à ce moment-là, ça c'est sûr et certain. Je pense donc que cette idée est venue à George peu de temps après le premier script de Leigh Brackett, mais celle-ci a malheureusement succombé au cancer qui la rongeait avant qu'il ne puisse s'entendre sur le sujet.
Techniquement, il est même possible que l'idée soit venue à George pendant le tournage du film lui-même, car les seuls à être au courant de ce tournant scénaristique étaient George Lucas, le réalisateur Irving Kershner et Mark Hamill, qu'il a appris juste avant de tourner la scène finale. Les autres membres de l'équipe ne l'ont su qu'à la première du film, car dans le script, il était indiqué « You don't know the truth. Obi-Wan killed your father. » La scène a alors été redoublée en post-production par James Earl Jones pour dire « No, I am your father. » Personnellement, quand j'ai appris tout ça, ça a complètement changé ma vision de la trilogie originale. Ça m'a permis de l'analyser de manière complètement différente. Maintenant, il est certain que ce twist est génial pour l'époque. Mais rien n'y préparait vraiment. Rien n'est mis en place dans ce sens dans le film précédent. C'est pourquoi Obi-Wan a dû faire un petit peu l'équilibriste et faire preuve d'une certaine mauvaise foi dans l'épisode 6 pour se justifier. Mais oui, mais quand je t'ai dit que Darth Vader a tué ton père, c'était façon de parler, mon petit. Il faut apprendre à lire entre les lignes. Malgré tout, ce twist marche. Il marche même super bien. Contrairement au fait que Leia soit la sœur de Luke, selon moi. Je n'ai jamais vraiment avalé ce point de scénario, ça n'a pas beaucoup de sens, c'est mal amené, et au final ça ne sert à rien dans l'épisode 6. On dirait juste qu'ils ont voulu recréer le choc de « je suis ton père », mais bof quoi. Et je suis sûr que si le lien entre Leia et Luke avait été vraiment préparé, ce baiser incestueux n'aurait pas eu lieu au début de l'épisode 5. Regardez-le, lui là, tout fier, « Ah, j'ai roulé une pelle à ma sœur jumelle !» Mais je m'égare. Il est fort probable que ce soit pendant la production de l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, que la vraie saga Star Wars se précise dans la tête de George. Il avait alors des étoiles plein les yeux. Il commence à imaginer 3 trilogies, chacune retraçant l'histoire d'un Skywalker. Et comme l'idée du lien entre Luke et Vader vient de lui venir, Luke ne serait alors que la 2e génération de cette aventure. C'est pourquoi, à la sortie de l'épisode 5, le film précédemment connu sous le nom de Star Wars, ressortit au cinéma sous un nouveau nom, Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. Et vraiment, là je dis, bravo George! Il fallait avoir des putains de bollocks et une assurance de malade pour sortir directement des épisodes 4 et 5 au cinéma en 1980. Les spectateurs ont dû être déboussolés, ne pouvant trouver des informations que dans des magazines spécialisés, et la production a dû tout faire pour empêcher ça, car c'était une idée folle. Mais cette idée a créé un mystère, elle a créé une attente, elle a installé le concept d'un univers plus grand qui restait à découvrir. Parce que même si je maintiens que le lien entre Luke et Darth Vader n'était pas en place à la sortie du premier film, l'idée d'un passé mystérieux et glorieux était déjà là. Dans ce film, on parle déjà de la guerre des clones. You fought in the Clone Wars? Yes. C'était quoi? Probablement que George Lucas lui-même ne le savait pas, mais ça faisait science-fiction, c'était cool, et ça laissait une idée à explorer plus tard. Plus important encore, ce premier Star Wars parle de la fin du Sénat et de la République. The last remnants. Il me paraît évident que la montée au pouvoir de l'empereur était déjà assez claire dans la tête de George. Les indices que l'on a nous indiquent que tout n'était pas écrit depuis le début, que certains points très importants du scénario ont changé avec le temps. Mais oui, George avait des idées. Il avait déjà mis en place des fils rouges dans son histoire sur lesquels il pourrait rebondir plus tard. Maître de jeu en herbe, prenez des notes car c'est aussi comme ça qu'on écrit une campagne de jeu de rôle. L'épisode 5 est donc à nouveau un succès faramineux. Mais, ça manque de personnages à transformer en jouets tout ça. Et je vous avais bien dit que l'histoire de Star Wars est indissociable de ses jouets. George pense business. Il pense produits dérivés. Et il faut lui reconnaître ça, c'est vraiment lui qui a lancé cette mode du produit dérivé de blockbuster, pour le meilleur ou pour le pire. Car ça ne se faisait pas avant, du moins pas à cette échelle. Et l'épisode 6, le retour du Jedi, a beau être mon Star Wars préféré pour certaines raisons, on sent bien que c'est là que George a tapé du poing sur la table pour demander que cette suite vende des jouets. D'où Jabba et sa cour, des motos, plus de vaisseaux et bien sûr les Ewoks, parce que si vous voulez vendre des peluches aux enfants, autant que celles-ci soient anthropophages. Je reviendrai sur les Ewoks quand je parlerai des Gungans, mais le fait est que c'était l'idée de George et qu'il a eu exactement ce dont il rêvait. Des jouets,
Des peluches, des dessins animés, des films spin-off bien pourris, etc. Et si le prix de tout ça, c'est que les invincibles Stormtroopers se fassent massacrer par des lances et des cailloux, pour George, c'est un petit prix à payer. D'autant plus qu'en fait, c'est une scène reprise telle quelle de son script de 1974. Et c'est là toute la complexité du personnage. Visionnaire, imaginatif, oui, mais aussi commerçant et borné. Il faut prendre George Lucas pour ce qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Et heureusement, dans cette trilogie originale, il était assez bien entouré pour que des gens puissent lui dire non. Il y avait moyen de le stopper quand ses idées déraillaient un peu. Mais ça, c'était avant qu'il ne devienne une légende intouchable, si vous voyez où je veux en venir. Après la sortie de l'épisode 6 en 1983, George veut se reposer, tel Dieu le 7e jour. Mais comme il avait mis en place l'idée de 3 films qui précédaient les aventures de Luke, la question était sur toutes les lèvres. Mais quand ? Mais George ne répond pas. Il dit aux curieux que la technologie n'était pas prête pour réaliser sa vision, qu'il veut prendre du recul. Mais que cette excuse soit vraie ou pas, il y avait dans tous les cas une autre raison. Et cette raison est liée, une fois de plus, aux jouets. Et ça, c'est un sujet pour une prochaine vidéo, qui retracera les effets et les contre-coups de cette attente de 16 ans. J'espère avant tout que cette vidéo vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, et à me laisser des pouces vers le haut, et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et comme je sais que parler Star Wars c'est toujours source de conflit, parce qu'apparemment c'est comme parler de religion, je laisse dans la description de la vidéo le lien des sources de mes informations. Comme ça, si vous ne me croyez pas, vous pouvez toujours aller vérifier par vous-même. Allez, je n'ai plus qu'à vous dire que la force soit avec vous, et bye 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 bye.